Cette émission vous est offerte avec la collaboration de la compagnie Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que Dr Ekeveg et sa ligne de produits homéopathiques. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, notre émission, une émission tout en douceur, nous allons parler bébé avec notre invitée ici, Catel. Bonjour Catel. Bonjour. Ça me fait plaisir de t'avoir avec nous ce matin. Patricia, on était en train de jaser tantôt que c'est mignon. À nous trois, on a 10 enfants. Une chance qu'ils ne sont pas là. L'émission de ce matin, on va discuter surtout de bébé et de porte-bébé. Mais avant tout, j'aimerais bien, Catel, que tu expliques un peu ton parcours. Qui est-ce que tu es? La raison pour laquelle on t'a invité ce matin. Donc, mon nom est Catel Rodier-Depré. J'ai effectivement 3 enfants. J'ai une grande fille de 7 ans et demi qui s'appelle Méliane, une de 4 ans et demi, Élise, et un petit bout de 9 mois qui s'appelle Nathaël. Quand Méliane est née, je me suis procuré une écharpe à cette époque-là parce que j'aimais ça. J'avais vu au salon maternité-paternité des parents qui avaient ça, puis j'étais bien intriguée. Donc, je me suis procuré ça et là, je suis tombée en amour fou avec le portage. Donc, petit à petit, en fait, j'ai cheminé dans cette sphère-là. Je me suis procuré d'autres porte-bébés et d'autres porte-bébés et encore d'autres porte-bébés parce que je trouvais qu'ils avaient chacun leur utilité et que chaque porte-bébé n'était pas forcément parfait. On ne pouvait pas tout faire avec, donc j'aimais ça. Puis vraiment, entre mon 2e et 3e enfant, là vraiment, je me suis, un jour, je me suis levée un matin puis je me suis dit, ce que j'aimerais, c'est écrire un livre sur le portage parce que je trouve jamais le livre qui contient comme toutes les informations. Fait que tu as écrit un livre là-dessus. En fait, en train d'écrire. Il est en train d'être écrit. Ouais. Donc, il devrait être édité, j'espère, dans 1 an ou 2. Voilà, mais c'est un gros projet que je fais. Tu fais tout ça, dans le fond, à travers les enfants, puis les grossesses et les études, parce que je pense que tu étudies en même temps. Oui, je suis aux études à temps partiel depuis la maison, mais pour être consultante en lactation aussi. Donc oui, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Là. Mais c'est intéressant parce que je sais que Patricia, elle en a plein, là. Toutes les fois qu'elle est capable d'avoir un porte-bébé, elle va acheter ça. Puis moi, ça me fait un peu, mais pas drôle, parce que nous autres, dans notre temps, il y avait des espèces d'affaires dures, raides, comme en avant ou en arrière. Je me souviens d'en avoir essayé 1 ou 2 pour le sport, mais que c'était vraiment pas comme aujourd'hui. Moi, toutes les fois, c'est comme, wow, c'est beau, puis il y en a des beaux. Puis là, je vois sa passion un peu, puis peut-être j'aurais aimé ça. Et ça m'est arrivé, moi, en tant que grand-mère, de dire, ah ouais, mamie, fais-les. Je dis, ben oui, donc. Puis qu'elle m'a tout drapé ça avec le bébé. Puis c'est vrai que c'est pratique, parce que je trouve que nos mains sont libres. Oui. Parce que, tu sais, quand tu as le bébé, tu as tout le temps le bébé d'un bord, puis tu as la main de l'autre côté, mais rien avec le porte-bébé, effectivement. Puis c'est niaiseux. On a comme l'impression qu'on est encore enceinte, là. C'est vraiment drôle, là. Tu sais, l'espèce de. Je pense que c'est là qu'il y a tout l'avantage, autant pour la maman que le bébé, là, parce que le bébé, il a passé 9 mois dans ton ventre. Fait qu'il faut qu'il s'adapte tranquillement à l'extérieur, puis quand il se retrouve dans des conditions qui ressemblent à l'intérieur, c'est tout. Il ne faut pas oublier l'origine du portage. À l'origine, là, si on pense aux mères préhistoriques, là, il fallait qu'elles se déplacent, il fallait qu'elles aillent cueillir leurs fruits, il fallait qu'elles s'occupent de faire les repas probablement, etc. Donc, elles avaient les bébés avec elles. Elles ne pouvaient pas les déposer par terre, là, parce que c'était dangereux, c'était pas propre, etc. Ils pouvaient se faire manger par une bête sauvage à n'importe quel instant. Donc, il fallait qu'elles trouvent un moyen de les avoir sur elles, mais de pouvoir se déplacer puis continuer leur quotidien. Et c'est encore comme ça dans beaucoup de pays à travers le monde. Il y a beaucoup de femmes qui sont obligées de travailler, de continuer de travailler, malgré qu'elles aient des enfants. Tu veux dire, on n'est pas préhistorique, mais on est là-dedans encore aujourd'hui. D'avoir le bébé, puis... Mais on voit beaucoup d'images de femmes africaines qui ont les bébés dans le dos, puis qui vont aller, travailler les céréales ou faire à manger ou n'importe quoi. Les femmes en Asie qui vont aller replanter du riz, et puis elles ont le bébé dans le dos. Donc, de là, l'utilité du porte-bébé, c'est un outil, en fait. Mais par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que le fait que le bébé doit être avec nous, donc avec la mère, ça, c'est un besoin que le bébé a depuis l'origine de l'humanité, finalement.
le bébé, lui, il sait pas là qu'on est au 20e siècle, puis qu'il y a des petites poussettes, puis qu'il y a des petits bancs pour bébé, etc. Puis qu'un tigre va pas y sauter dessus 2 secondes pour le manger. C'est ça, lui, il est resté à un point de l'évolution où le bébé devait être protégé par sa mère. Puis lui, c'est son instinct quand il naît de vouloir être contre sa mère parce que c'est une source de sécurité, c'est une source de nourriture, de chaleur. Donc ça le maintient en vie. Pour lui, il faut qu'il soit sur sa mère, sinon il est en danger de mort. Non, ça, parce que quand on parle de porte-bébé, c'est pas comme une alternative nécessairement à la poussette. Oui, tu peux aller faire une promenade avec, mais dans le quotidien, tu peux t'en servir. Dans le quotidien, tout à fait. Surtout, on pense à des mamans, c'est ça, qui ont l'habitude d'avoir leur corps libre et leurs mains libres pour faire beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, on fait tellement de choses. Donc, c'est pas seulement pour aller prendre une petite marche dehors parce que ça fait du bien. Et là, c'est tous les jours, on peut faire la cuisine avec un porte-bébé, on peut taper à l'ordinateur, on peut faire son ménage. C'est sûr que c'est pas le plus intéressant. Je trouve que ça nous rend libre. Quand je la regarde aller, c'est ce que je trouve, là. Oui. Parce qu'elle met ça, puis des fois, je vais chez eux, puis on peut être sur l'ordinateur, puis veux-tu un café, quelque chose, puis elle n'a pas besoin d'aller voir tout le temps au lit, ou tu sais, je dis, viens, on va aller dehors 2 minutes, puis tu sais, elle n'est pas pris avec un bébé qui est dans un parc, whatever, là, tu sais. C'est ça, on prend l'autobus, on sort, on va dans le métro, puis on n'a jamais besoin de se faire porter la poussette, de tasser les gens parce qu'on prend de la place. On finit des fois même par oublier qu'on a le bébé sur nous, là, il dort, puis ben il est là, puis il fait partie de notre quotidien entièrement. Donc c'est ça, c'est un mode de vie vraiment important. Puis même en hiver, dans la poussette, il y a des risques d'engelure, n'importe quoi, le bébé peut être porté sous les vêtements. En hiver, puis oui. Ça partage et puis la alors, chaleur. Côté marché, là, ça fait peut-être presque une dizaine d'années, le marché a littéralement explosé fou, au Québec. Au départ, il y avait vraiment quelques modèles là, qui étaient disponibles, pas forcément les meilleurs d'ailleurs. D'ailleurs, veux-tu qu'on en montre tout de suite? C'est ça que je demandais. On a des exemples de porte-bébés qui sont peut-être pas les meilleurs. Explique-nous pourquoi. Alors, donc ça, c'est un porte-bébé. C'est probablement celui qui se vend quasiment le plus dans le monde occidental. OK. Pas ce modèle-là, mais cette marque-là. Donc, c'est assez évident. L'entrejambe qui va sur le bébé, c'est cette partie-là, qui ici fait à peu près 5 à 6 pouces. Un bon porte-bébé, l'entrejambe devrait faire au moins 10 à 12 pouces. Parce que le but étant que ça le bébé soutienne... Oui, il faut que le bébé soit dans une position qu'on appelle grenouille, c'est-à-dire qu'il a les jambes qui sont écartées et les genoux qui sont remontés au moins à la hauteur du nombril. Donc ça, c'est une position qui fait que le bébé, dans cette position-là, son développement, surtout le développement au niveau des hanches, n'est pas compromis. Par exemple, les Indiens, les Amérindiens utilisaient ce qu'on appelait des tikinagans, qui sont des porte-bébés où l'enfant est installé emmailloté dedans. Donc les jambes sont droites. C'est une sorte un peu de raquette, c'est une structure en bois. Et ensuite, le bébé est attaché dessus avec des lacets et les mères portaient ça sur le dos. Même des fois, ils attachaient ça à un cheval, puis le bébé était comme ça. Mais le taux de dysplasie de la hanche chez les bébés amérindiens était vraiment plus élevé. Ça m'écoeure pareil, ça me fait on parle de à peu près 13% de plus que chez les bébés qui n'étaient pas portés de cette façon-là. Donc maintenant, on sait que c'est pas bon de garder les jambes droites. C'est ça, avec ça, c'est sûr que le bébé, les jambes sont comme longues et non pas comme ça. Là. Oui, elles sont pendantes. Il repose, donc tout le poids du bébé repose sur son entrejambe. Et l'autre chose qui est très importante aussi, c'est qu'un bébé, quand ça naît, sa colonne vertébrale, elle n'est pas en double S comme la nôtre, les adultes. La sienne, elle est en C. Et les autres courbes vont se former au fur et à mesure de la croissance. Donc, la première courbe, qui est la courbe au niveau cervical, va se former quand le bébé va commencer à relever la tête. Donc, on le met sur le ventre, il relève la tête. L'autre courbe qui se forme plus tard, c'est la courbe au niveau lombaire. Celle-là va se former quand le bébé va commencer à se tenir assis, quand il va marcher à 4 pattes, puis finalement, quand il va se tenir debout, elle va se consolider. Donc, au départ, le bébé a une forme en C et il faut qu'il conserve cette forme-là parce qu'il n'est pas fait pour se redresser du tout. Sa colonne n'est pas faite pour ça. Donc, un porte-bébé physiologique va lui permettre de s'arrondir le dos et de garder cette position-là jusqu'à temps qu'il soit prêt à se tenir beaucoup plus droit. Puis les autres, mettons, parce que là, on a vu ça, c'est pas bon. Donc ça, c'est pas bon. OK, là, c'est pas bon. Ça, si on voit la largeur, encore une fois, j'imagine, lui, alors, il n'est pas... pareil. Donc, celui-là, c'est un porte-bébé qui, pourtant, est vendu comme étant un porte-bébé physiologique et qui ne l'est pas à cause de la taille de l'entrejambe. Aussi, tout porte-bébé, qui fait la promotion d'un portage ou qui est fait exprès pour pouvoir porter le bébé face vers le monde, c'est pas bon. On ne devrait jamais porter un bébé face vers le monde. Non. Quel que soit le porte-bébé qu'on utilise. Puis
pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire que le bébé, quand il est face vers le monde, bon, déjà, il y a le fait que, surtout pour un très jeune bébé, là, on parle d'un bébé qui a moins d'1 an, là, va être surstimulé par tout ce qu'il voit. S'il a peur, il peut pas se retourner contre son parent. Puis on peut pas voir non plus. Ben, on le voit pas, on le sent quand même, on peut communiquer, mais c'est vrai qu'il nous voit pas. S'il a peur, il peut pas se tourner contre nous. S'il est fatigué, on les voit, sont comme ça. Quand ils sont fatigués, la tête tombe par en avant, puis tout de suite, ils vont se réveiller parce qu'il faut qu'ils tiennent leur tête. Si le menton touche la poitrine, pour eux, c'est l'asphyxie. Donc, ils ont tendance à se garder réveillés. Donc, ils fatiguent parce que les muscles du cou sont pas faits pour porter la tête même longtemps. pour la personne qui porte, j'imagine, le poids il est moins bien réparti sur Pour la personne qui porte, bien entendu, c'est Puis la colonne, qu'est-ce que tu viens de me compter là? Moi, pour la colonne, tout à fait. Donc, c'est ça, le bébé peut pas se courber la colonne quand il est porté face vers le monde. Fait que les parents... Honnêtement, ça part d'une bonne intention de la part du parent parce qu'il se dit « Ah, mon bébé veut voir, vers 4 mois, il veut voir ce qui se passe. » C'est pas la meilleure solution. Si votre bébé veut voir autour du monde, là, installez-le soit dans votre dos, un peu plus haut, il va regarder par-dessus vos épaules, mais sinon, un bébé est tout à fait capable avec ses mains de se pousser un peu puis de regarder autour. Sur la hanche aussi, ça peut être sur la hanche, c'est tout à fait un peu moins confortable pour la personne qui porte. Mais... Donc, voici des bons exemples de porte-bébés physiologiques. Donc, ici, on a ce qu'on appelle un meitai. Donc, c'est un porte-bébé qui est inspiré des porte-bébés traditionnels chinois. Donc, grosso modo, c'est à peu près un rectangle de tissu. C'est une compagnie québécoise. Très, très beau. Celui-là est entièrement fait au Québec, avec des tissus qui sont aussi tissés au Québec. Tous ces tissus-là sont tissés au Québec. Celui-là est en tissu biologique. Il y a juste les tissus ici qui sont imprimés, qui sont elle les fait venir d'Asie, parce que comme c'est un porte-bébé asiatique, c'est quand même très joli d'avoir ces tissus-là. Donc c'est ça. Puis ça vient avec 4 bretelles. Donc il y en a 2 en bas qui sont plus courtes, puis 2 en haut qui sont très longues. Donc celles d'en bas s'attachent autour de la taille, puis celles qui sont très longues, on vient comme les croiser, soit dans le dos quand on porte en avant, ou les croiser devant sur la poitrine. On était impressionnés de voir comment que ça porte bien. Ah oui, moi, des fois, c'est comme, on est bien. C'est comme si on était vraiment libre. Ben, plus le bébé va être collé contre notre corps, donc plus son centre de gravité est proche de notre centre de gravité, moins c'est lourd. Puis aussi, quand on s'habitue à le porter souvent, dès qu'ils sont jeunes, on s'habitue. C'est comme la grossesse, le bébé est tout petit, puis il grandit tranquillement. Oui, ça devient pesant et lourd à la fin, on a hâte qu'il sorte, mais ça fait une continuité qu'on s'adapte à son poids. À le porter tous les jours, il grandit un petit peu, notre corps s'adapte. C'est ça, notre musculature va se former au fur et à mesure que le bébé grandit. C'est sûr que si quelqu'un prend mon bébé aujourd'hui qui a 9 mois, ben là, il va le prendre, puis au bout d'une heure, il va me dire c'est lourd, mais moi, je suis capable de le porter 3-4 heures, c'est juste que je suis habituée. Ça, c'est un porte-bébé un peu plus moderne. Donc, ça, souvent, les gens qui sont un peu pressés, les papas aiment beaucoup ce genre de porte-bébé-là parce que ça vient avec des clés. Ça, c'est important, Catherine, de dire. Parce que je veux dire que c'est pas juste les mères, les grands-mères. Les pères aussi peuvent les porter. Oui, ils prennent goût. Oui. Moi, ma fille aînée a porté son frère 1 ou 2 fois. Sûr que c'est lourd. Pour elle, elle porte pas longtemps, mais elle aime ça. Elle trouve ça drôle. Fait que ça, c'est sûr que c'est plus sport, hein? Ça se fait tard chaque côté. Ça fait moderne. Fait que parce que là, on met notre main chaque côté comme ça, on attache sa taille, merci, bonjour. Puis ici, c'est un système de pack-sac, finalement. Ici, il faut dire que ça, c'est par-dessus la tête, hein? Donc, ça, c'est ça. Quand ils dorment, on peut le mettre par-dessus la tête pour leur maintenir la tête un peu quand ils ont la tête qui penche un peu en arrière. Donc, c'est ça, c'est juste un système à clé. Puis, un que je veux qu'on montre, c'est des tissus. Parce que c'est avec... moi, quand elle m'arrivait avec ça, des espèces de grands tissus, je me disais, voyons donc, c'est ça, là. C'est ce qu'on appelle, donc c'est la famille des écharpes. Donc, il y a 2 sortes d'écharpes. Donc, il y a les écharpes qui sont en tissu extensible. Grosso modo, c'est exactement le même tissu qu'on utilise pour les t-shirts. Donc, c'est extensible, celle-là. Donc, celle-là, on va les utiliser à peu près jusqu'à ce que le bébé fasse 15 à 17 livres. C'est rare qu'on puisse aller au-delà de 6 mois avec ce genre d'écharpe-là parce que le bébé devient lourd, puis du coup... C'est trop élastique. C'est trop élastique, le tissu va se détendre, puis le bébé va avoir tendance à descendre. Alors que nous, la hauteur qu'on veut obtenir du bébé sur nous, quand on le porte devant, c'est d'être capable de lui embrasser le front sans vraiment avoir besoin de baisser la tête. Donc, c'est ce qu'on appelle la hauteur de bisou. Quand le bébé va être trop bas, tout simplement, ça va paraître beaucoup plus lourd pour le porteur. Donc, c'est vraiment une question de confort pour le porteur. Puis quelque chose comme ça, la différence, c'est parce que... Alors, cette écharpe-là, elle est tissée. Donc là, il n'y a pas d'extensibilité dans la largeur et la longueur du tissu. Par contre, il y a une extensibilité dans les diagonales du tissu. C'est ce qu'on appelle du sergé croisé. C'est-à-dire que, oui, le tissu ne va pas se détendre. C'est-à-dire qu'une fois que le nœud est fait, le bébé ne bougera pas de là. Par contre, le fait que ce soit extensible dans les diagonales, c'est que ça va vraiment venir envelopper le bébé et le soutenir de façon vraiment optimale. Par contre, ça prend un peu plus de technique parce qu'il faut apprendre à faire les nouages. C'est pas si long que ça. Une fois qu'on sait faire 1 ou 2 nouages, on est capable de porter là devant, dans le dos. C'est très, très versatile. Par contre, ça sert vraiment à tout.
Oui, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans le fond, c'est qu'on pourrait penser même de le donner en cadeau. Ah oui. C'est le plus beau cadeau. Je vais prendre quelques instants pour vous dire que on va prendre une petite pause, tranquillement, puis on va revenir après en parlant de pourquoi qu'on ferait ça. Ce serait quoi notre raison? Qu'est-ce qu'on va faire de plus un bébé avec un porte-bébé comme ça? Oui. Fait qu'on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour et pendant la pause, j'ai dit, Catel, vas-y, va mettre un porte-bébé, ça va être le fun. Puis on a son petit chaton avec nous. Je trouve ça le fun. C'est ça que ça a l'air quand que tu portes le porte-bébé. On a un petit chaton, on a les mains libres. Je trouve ça le fun. On est revenu avec le métail, je crois. Donc ça, c'est un métail, c'est ça. Donc, c'est le panneau, là, comme on voyait au début, attaché à la taille puis qui fait le tour. Exactement, c'est ça. Donc, très pratique. Moi, je l'ai pas mal souvent sur moi à la maison comme à l'extérieur. Là, ça nous amène à parler de parentage proximal. Ouais. C'est quoi le parentage proximal? Explique-nous rapidement. Alors, le terme vient en fait du Dr. Sears qui est aux États-Unis. En fait, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe non seulement l'allaitement, bien entendu, mais ça prend aussi donc le portage de l'enfant, une discipline sans violence, donc on frappe pas les bébés, les enfants, on leur crie pas dessus. Donc beaucoup de respect, aussi ce qu'on appelle le cododo, qui est encore très controversé maintenant, mais quoi qu'il y a quand même de plus en plus recommandé. Peut-être pas le partage de lit comme tel, mais le bébé qui dort près de la maman. Mais là, avec le Dr. Sears, c'est sûr que lui, il dit qu'il faut que l'enfant soit dans la chambre du parent, mais mieux que ça, lui dit allez-y, si vous voulez dormir avec votre bébé dans votre lit, allez-y. On y prend goût quand même. Moi, mon premier, il dormait un petit peu à côté de moi. Puis après ça, il était faire dodo dans sa chambre. Mon deuxième, il fait dodo à côté de moi plus longtemps. Puis là, le troisième, il approche de 8 mois, puis il dort dans mon lit, par-dessus moi. Puis moi, dans le temps, nous autres, c'était différent. Je vous dis, nous autres, l'approche était complètement différente. De toute façon, j'allaitais, puis il me regardait comme si c'était pas normal. Il y avait des pilules pour pas allaiter, puis c'était vraiment complètement différent. On parle de mon plus grand bébé qui a 28 ans, là. Mais ça a quand même été qu'à chaque fois, je la gardais dans le lit avec nous quand même, le début. Parce que vu que j'allaitais, mettons 1 mois, 2 mois, là, puis souvent, c'était à côté aussi dans un petit berceau, là. Mais oui, toutes les études d'aujourd'hui, c'est sûr. Puis pour les mères qui allaitent, là, c'est sûr que très rapidement, on se rend compte, c'est tellement plus facile de l'avoir proche de nous pour allaiter la nuit que de devoir se lever puis aller chercher le bébé. Donc, on le garde avec nous. Souvent, en plus, quand on allaite, on va avoir tendance à se rendormir avant même qu'il ait fini de téter. Je suis un petit bonhomme fatigué. Oh, puis il fait chaud ici, en plus. Oui, il fait chaud ici. Mais il va faire de dos. Mais non, c'est tellement plus pratique. Puis oui, comme elle dit, on y prend juste goût. Puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est dedans. Non seulement il prend goût, mais plus qu'on est proximal avec notre bébé, moins que notre bébé a tendance à pleurer. Il a les mêmes besoins que tout le monde. On y répond juste plus rapidement. Donc, ça veut dire que le bébé pleure moins, puis ça donne un vraiment gros sentiment de compétence à la maman. On a un bébé heureux. Oui. Parfois, peut-être plus que le bébé de notre voisine. C'est ça. On nous dit, oh, vous avez un bon bébé. Oui, peut-être, mais surtout, c'est un bébé qui est comblé, c'est-à-dire qu'on comble ses besoins avant même, finalement, qu'il ait besoin de pleurer, parce que pour lui, quand il se met à pleurer, c'est le dernier signal d'alerte, c'est, hey, t'as pas compris tout ce que je t'ai dit avant, je me mets à pleurer, là, au moins, tu vas peut-être faire quelque chose. Mais il envoie plein de signaux avant ça, pour dire qu'il a faim, pour dire qu'il veut être changé, pour dire qu'il a besoin d'aller faire pipi, pour dire que... Comment ça, dire qu'il a besoin de faire pipi? Ça, c'est encore une autre chose. Ça fait pas partie du parentage de proximal en tant que tel dans la définition. Mais ça l'entraîne, c'est ça, oui, c'est ce qu'on appelle les fameux bébés sans couche ou l'hygiène naturelle infantile. Donc, c'est le fait de se rendre compte, finalement, quand notre bébé, dès la naissance, est capable de dire quand il a besoin de se soulager, donc que ce soit les pipis, les cacas, mais il a une façon de le dire et on va pouvoir y répondre tout simplement en soit mettant pas de couche ou en retirant la couche, puis en lui proposant de faire sur un petit pot ou peu importe. C'est quelque chose qu'on n'est pas très habitué de voir et d'entendre, mais non. Ça marche. Ça marche très, très bien. Oui. Donc ici, nous avons un bébé, effectivement. Donc c'est mon deuxième enfant avec qui je fais du sans couche. Même si moi, officiellement, c'est pas du sans couche parce que je lui mets une couche, mais je l'enlève. À la maison, parfois, je le laisse sans couche, effectivement. Mais c'est ça, je réponds à ce besoin-là. Donc quand c'est clair, là, en plus, on a commencé à faire le langage des signes, fait qu'il signe quand il a besoin de faire pipi. Donc c'est encore plus facile. Ah, tu fais le langage des signes, fait que c'est un signe qui te fait différent. Oui, c'est le fameux langage des signes pour bébé. Là, ça, on en entend quand même plus parler. Quel signe tu utilises pour Donc, il fait le signe de la LSQ qui est changé. En fait, pour changer la couche, c'est son papa qui lui a appris ça. Quand il voulait changer, il disait, est-ce que tu veux que je te change, Puis finalement, lui, il a associé ça aussi à faire pipi. Alors, c'est comme ça.
Il le fait pas encore, mais j'y fais tout le temps. Oui, mais nous, c'est très approximatif. Mais que je garde un petit chaton qui me fasse ça, faudrait peut-être que je le sache, tu sais. Mais c'est sûr qu'un bébé un bébé de 9 mois fait pas ça. Fait que lui, nous, il fait une espèce de vague, là. Mais c'est ça, il se prend les mains puis il se les secoue, là, soit quand il a besoin de faire pipi ou quand c'est trop tard puis qu'il est mouillé. C'est vrai que c'est nouveau pour nous autres. Moi, je connaissais pas rien de ça, là. Ouais. Mais là, c'est vrai que là, c'est quand même, c'est pas tout le monde qui fait ça. Puis bon, c'est un choix. Là, on parle pas vraiment de besoin de survie par rapport à ça, mais c'est très pratique, là, de faire le langage des signes avec le bébé. Ils sont prêts beaucoup plutôt à faire des signes parce qu'ils maîtrisent beaucoup plus leurs mains que leur Puis là, quelqu'un qui va avoir l'information de le langage. Ouais. Mais il y a beaucoup de groupes de soutien. Je pense que c'est là la meilleure place pour se diriger sur Internet. Il y a des groupes Facebook, il y a des forums, des groupes de soutien. Oui, c'est sûr qu'il faut faire attention avec les forums parce que bon, tout est dit et tout et n'importe quoi, donc il faut faire attention. Mais par contre, il y a des... Oui, il veut son pouce. On va donner son petit pouce. Tu veux ton pouce, Pena? Pour du chaton. Oui. C'est plus très facile. Ouais, il nous reste quelques minutes de chaton d'amour pour comprendre l'information qu'on veut donner. Puis quand même, c'est le fun de voir là, comment il est avec nous autres. Ben, gars, il a pris son pouce, on va être correct. Il faut dire qu'il fait très chaud puis il y a les lumières. Mais ça reste que c'est quelque chose de super intéressant. Puis je trouve que dans le fond, plus d'informations sur qu'est-ce que tu parles, autant le côté. Oui, mais moi je dirais de plus se diriger vers des groupes de soutien. C'est ça. Donc pour le portage, il y a Mama Supial à Montréal qui en plus a une portothèque. Donc, on peut emprunter des porte-bébés gratuitement. Il y a des groupes de portage. Il y a des boutiques aussi qui vendent des porte-bébés qui vont offrir des fois, qui les louent. Oui, c'est ça. Okay, ça se loue. Donc, on peut les essayer avant de les acheter. Ça peut être intéressant aussi. C'est ça. Pour ce qui est du bébé sans couche, il existe un groupe de soutien, en fait, à Montréal qui s'appelle Diaper Free Babies. Donc on peut s'inscrire, c'est comme une espèce de liste de diffusion, puis là on va pouvoir avoir du soutien. Il y a des livres qui existent, bien entendu, on peut les chercher dans les bibliothèques. Un porte-bébé, on peut acheter ça usagé? Tout à fait. Ah oui, sur des sites de vente usagés. Alors les porte-bébés, ça se revend très très bien parce que justement ça sert pendant un certain temps et puis qu'après on peut les revendre. Donc oui. Okay. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause pour aller au petit chaton, d'aller se reposer, puis on revient avec plus d'informations. Merci. Nous sommes de retour. Nathalie est partie avec son papa se relaxer. On est revenus nous trois ensemble. Katia, j'aimerais juste avoir l'information. Là, c'est très intéressant tout ce que tu nous as conté, mais je veux savoir, je sais que tu as une page Facebook. Oui, ma page personnelle. Puis on va sur, c'est écrit quoi sur ta page personnelle pour te rejoindre? Donc c'est Catel Rodier Depré à chercher. Donc Catel Rodier, vous pouvez chercher ça dans Facebook, mais ma page personnelle. D'accord. Après ça, on peut te rejoindre par téléphone ou par ton courriel, je crois? Oui, donc téléphone 514-384-4586 et mon courriel Catel /Depré DEPREZ @yahoo.fr. J'organise des ateliers de portage donc sur demande. Je suis aussi monitrice de la Ligue La Leche, donc bonne ressource en allaitement. Bonne ressource en allaitement, c'est ça. Donc au même téléphone, là, je réponds aussi aux questions d'allaitement. Par curiosité, tu es dans quel secteur Alors pour les réunions de la Ligue La Leche, c'est le secteur Petite Patrie à Montréal. Okay. Sinon, c'est ça. Pour ce qui est des ateliers, moi je couvre le Grand Montréal au complet. Il n'y a aucun problème. OK. Puis les ateliers, ça peut être aussi, dans le fond, un regroupement de femmes ensemble qu'on a fait venir quelqu'un. Ça peut être chez l'une d'entre elles. Là, elles décident qu'elles font ça chez elles, un peu comme une réunion Tupperware. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais sinon, ça peut être une boutique aussi qui peut demander pour faire ça, un centre communautaire, peu importe. Okay, une garderie ou dans le fond, c'est parce qu'on y pense pas. Oui, tout à fait. Il faut juste ouvrir la porte, dire, hey, on fait venir Catel chez nous, on s'informe au téléphone, puis on regarde les horaires. Puis je trouve que c'est le fun parce que oui, on en a parlé aujourd'hui, mais moi j'aimerais ça toucher, voir toutes les sortes puis comprendre. T'sais. Ah oui, parce que les ateliers, c'est ça. Les parents, ils peuvent venir avec leur propre porte-bébé, mais j'amène les miens aussi, fait qu'ils peuvent essayer différents types de porte-bébé, apprendre à faire les nouages, apprendre à porter dans le dos, tout ça. Là. Parce qu'on en développe souvent une passion, puis on en achète plusieurs, mais pour commencer par un, c'est le fun d'essayer. Oui, de regarder, puis je trouve ça intéressant. Tout à fait. Puis je voulais savoir, ce matin, on disait que ça serait le fun que tu donnes un petit défi santé. La tradition du défi santé. Donc aujourd'hui, on vous invite à aller jouer dehors. Pour ceux qui ont des enfants, allez jouer dehors avec vos enfants, mais sinon, pas besoin d'avoir d'enfants. Sortez avec le chien, prenez le chien du voisin, allez faire le tour du bloc, déneiger si c'est l'hiver ou aller jouer dans votre jardin. C'est important. Parce que des fois, le monde ne se rend pas compte, c'est ça, c'est qu'on regarde la semaine passée, lundi, mardi, mercredi, jeudi, puis t'es rendu à la fin de la semaine, puis à part d'avoir été faire la commande ou travailler, on n'a pas pris quelques instants, même si c'est 15 minutes ou 20 minutes dehors. Non, parce que partir de ta porte de maison pour aller dans ta voiture, ça compte pas comme aller dehors. Catherine, tantôt, tu disais justement le temps que les enfants devraient passer dehors. Tu me dis la statistique ou je sais pas quoi. Là. Oui, c'est une étude en fait qui est sortie il y a quelques mois de ça qui disait que les enfants devraient
avoir une activité physique. On ne parle pas de faire du sport, mais avoir une activité où ça fait bouger leur corps, finalement, 3 heures par jour. Imagine, puis il y en a bien que c'est pas ça. Là. Puis là, on parle pas de bouger les pouces devant un Nintendo ou une petite tablette. C'est pas obligé d'être dehors, mais il faut qu'ils soient en train de bouger, tout simplement. Ah oui, ça, c'est important. Ouais. L'autre chose que j'ai amenée aujourd'hui, puis je trouve intéressant, étant donné qu'on parlait des enfants, j'ai pris une gamme de produits homéopathiques. Moi, j'ai pris le 0,9 ans de la compagnie Homéocan, qu'on retrouve dans tous les magasins naturels, toutes les pharmacies. Mais en fait, on aurait pu prendre n'importe quelle gamme de produits homéopathiques pour enfants. Je vous dis ça en tant que grand-mère et en tant que mère un jour. D'avoir une gamme à la maison de produits homéopathiques, c'est quand même le fun. Parce que souvent, les enfants sont malades la nuit. C'est plate, mais c'est souvent ça. Ou juste avant qu'on parte travailler le matin, où on se demande quoi faire. Moi, j'ai emmené quelques produits, puis je vais quand même vous en expliquer une couple que je trouve que le monde ne connaisse pas puis qu'on devrait. Il y a celui-là qui est l'enfant 0,9 ans, fièvre et douleur, je t'ai donné. Le 0,9 ans, fièvre et douleur, ce qui est le fun, c'est que c'est un remède avec les ingrédients qui sont à l'intérieur, qui est super bon pour tout ce qui est avant, pendant, après le vaccin. On pense pas, mais il y a des gens qui font vacciner leur enfant. Il y a quand même une grande majorité. Puis, si on donne ce remède-là, il y a tout ce qu'il faut pour ôter les effets secondaires du vaccin. On parle du remède Tuya. Il y a le remède de belladonna, ferrum phos, qui est l'inflammation, la douleur. Fait qu'on a un remède qui va prévenir, qui va aider pour la douleur, l'inflammation et les suites de vaccination. Fait qu'on donne ça une couple de jours avant, pendant, puis après. Puis sinon, tout autrement, à la maison, avoir ce remède-là, dès les premiers signes de douleur ou de fièvre chez un enfant, que ce soit des otites, des amygdalites, que ce soit un problème d'inflammation ou simplement de la fièvre, on le donne. Puis c'est facile, hein? C'est au besoin. Ça peut être aux 5 minutes, aux 10 minutes. L'important, c'est quand ça va mieux, on diminue. C'est sûr que je vous dirais demander à votre conseiller de produits de santé dans le magasin naturel ou en pharmacie. Présentement, ce qui est bien le fun aussi, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent parler de toux. Maintenant, il y a 2 sirops pour la toux, puis je trouve ça intéressant parce qu'il y en a un pour la nuit, puis il y en a un pour le jour. Puis encore là, le goût, il est bon. C'est ça qui est intéressant. C'est pour les enfants. Oui. Non, mais souvent, les sirops qu'on va retrouver, c'est pas nécessairement bon. Mais les sirops homéopathiques... pas avant 2 ans non plus, les sirops. Non, c'est ça. Aucun autre sirop. Mais ici, on parle à partir d'un bébé, il n'y a aucun problème jusqu'à 9 ans. Pas d'interaction, pas de danger, pas d'accoutumance. Puis pourquoi tout rhume de jour ou de nuit? Puis il y a des enfants que les symptômes, c'est juste la nuit. On va donner le remède homéopathique avec les symptômes des problèmes de nuit. Tandis qu'il y en a d'autres pour le jour. Il y a du monde qui ont la toux juste le jour. Fait que de 0 à 9 ans, des sirops pas compliqués. Peut-être un petit dernier que je trouve, parce que c'est sûr vous allez en retrouver pour les coliques, les dents, mais calme! Je vous le dis, les enfants qui sont hyperactifs, qui sont nerveux, les enfants qui ont de la misère à dormir, l'anxiété, on se rend pas compte. Avant de partir en voyage, il y a des besoins, des fois. Parce que toi, tu t'en sors quand même assez souvent avec les enfants aussi. Ben, quand tu as une panoplie, bien souvent, dans le sens, quand tu en as besoin, on n'ira pas vers un aspirine ou un Tempra à 4e vitesse. Moi, souvent, je vais dire au monde, commencez par essayer l'homéopathie. Les parents, au début, ils ont une petite crainte. C'est normal parce qu'on se demande, tu sais, comment prendre les remèdes, c'est-tu correct? Puis, il n'y a pas de danger de donner autant des antibiotiques que de donner de l'aspirine ou du Tempra en même temps que l'homéo, le temps de s'habituer. Puis, moi, je suis pas contre ça. Mais de savoir qu'il y a une petite porte de sortie, moi, tant que grand-mère, je suis contente de l'avoir à la maison puis de m'en servir. C'est comme on parlait tantôt avec le parentage proximal qui développe la confiance de la maman. Bien, c'est la même chose. On prend notre confiance en guérissant nos enfants. En tout cas, j'espère vraiment qu'aujourd'hui, je vous ai donné le goût de prendre soin de vos enfants. Puis merci à Catel et à Patricia d'avoir été présents pour une belle émission.